Chers spectateurs, spectatrices, bonsoir, bienvenue parmi nous dans votre émission, nouvelle émission Guyane Éducation, avec nous Niederkorn Bruno. Bruno, bonsoir. Bonsoir. Voilà. Bonsoir aux Voilà. auditeurs et aux auditrices de Yana Salam. Voilà. Bruno, c'est une figure emblématique du monde éducatif et d'enseignement ici en Guyane. C'est un enseignant, professeur et en même temps militant, syndicaliste de voilà, plusieurs années. Elle est toujours, c'est-à-dire, c'est-à-dire, pour l'évolution et l'amélioration des conditions c'est-à-dire, de l'offre éducative et du système éducatif ici en Guyane. Bah, sans tarder, aujourd'hui, on va parler d'un dossier, mais vraiment guyanais. Le dossier des ILM. Les ILM, les intervenants en langue maternelle. Bruno, est-ce que tu peux nous donner une définition de ce statut? Absolument. Oui. Alors, les ILM, c'est un ensemble de personnel dont l'objectif est de scolariser les enfants dans leur langue maternelle, afin de passer ensuite à la langue de scolarisation qu'on appelle le français. Alors, c'est un dispositif qui existe, qui est spécifique à la Guyane, qui existe depuis 1998. Celui qui l'avait initié, c'est le professeur Launay, parce que le rectorat de Guyane venait d'être gagné de haute lutte avec le mouvement de novembre 96. Et donc, il fallait une politique académique qui soit une politique adaptée au territoire. Or, la Guyane est un territoire qui a une particularité, qui a une réalité, plutôt sa réalité propre, c'est la réalité du plurilinguisme. Et Launay avait déjà travaillé sur cette question du plurilinguisme dans d'autres pays, donc il a une expertise, un professeur d'université. Et donc, il a proposé la mise en place, à l'époque, ça s'appelait médiateur culturel et bilingue. Médiateur culturel et bilingue. Et ensuite, le dispositif a changé parce que le support du statut, à l'époque, c'était des emplois jeunes, le support du statut a changé. Donc, aujourd'hui, les ILM sont des professeurs, des instituteurs contractuels. Et ils ont suivi, en tout cas, ils ont été formés à l'Université de Guyane pour arriver à scolariser dans la langue maternelle les enfants de communautés très homogènes, voilà, afin ensuite de les amener progressivement à la langue de scolarisation qu'est le français. Alors ça marche, hein, il faut dire la vérité, et c'est pour ça que ça a été fait, c'est que passer directement d'un univers entièrement hors français, au français à l'école, ça marchait pas. Alors pourquoi ça marchait pas? Parce que les élèves comprenaient pas les maîtres et les maîtres ne comprenaient pas les élèves. Donc il fallait bien à un moment donné trouver une manière, un système pour que les élèves aient confiance en eux et confiance en l'école et puissent poursuivre leur scolarité. Donc voilà, on a donc créé ce dispositif. Mais ces ILM, si je comprends bien, est-ce que c'est général sur tout le territoire guyanais ou bien simplement au niveau, c'est-à-dire des villages amérindiens, au niveau sur le fleuve Maroni ou Oyapock? Est-ce que c'est localisé là où il y a certaines communautés ou bien c'est dans toutes les écoles? Alors non, c'est pas dans toutes les écoles. De fait, oui, c'est localisé surtout dans les communautés qui ont l'éloignement le plus long avec le français. Donc, ce qu'on appelle notamment les langues régionales. Mmh. Donc, on en trouve dans les langues amérindiennes. Il y a 5 langues amérindiennes qui Oui. sont reconnues. On les retrouve dans les langues bushinangé. Il y a 4 langues bushinangé qui sont reconnues. On les retrouve chez les Hmong et on les retrouve sur l'est du pays chez les Brésiliens. Et pour le créole, alors le créole, c'est un autre dispositif, puisque le créole, maintenant, il y a des classes bilingues créoles. Oui. Donc là, avec les classes bilingues créoles, le créole est plus facilement enseigné. D'accord, mais à part c'est-à-dire qu'il soit c'est-à-dire un médiateur entre le prof c'est-à-dire qui maîtrise le français et les élèves qui sont allophones, qui parlent notre langue maternelle, est-ce qu'il n'y a pas aussi, c'est-à-dire des séances ou bien des heures réservées vraiment à la culture locale, en langue maternelle, pas que de la traduction? C'est Voilà. Alors, déjà, c'est bien que la question soit posée comme ça, parce que je vais enlever un doute tout de suite. Les ILM ne font pas de traduction. Ils ne sont pas là pour traduire le cours du maître. Pas du D'accord. tout. Les ILM sont là pour faire des cours en langue maternelle, avec la culture maternelle, et ils scolarisent en langue maternelle. De manière à ce que, par exemple, quelqu'un qui est Aloukou Oui. a des cours d'Aloukou, Oui. il sera alphabétisé en Aloukou, il va donc apprendre l'alphabet
Il sera scolarisé, Mhm. il aura donc confiance dans l'école, Mhm. l'école va être proche de lui, et ensuite il pourra passer plus facilement au français. Voilà l'objectif. D'accord. Et ça marche, hein. Donc, si j'ai bien Les compris, enquêtes internationales montrent partout que ça marche. si j'ai bien compris, c'est un enseignement bilingue. Oui. Voilà. C'est un enseignement, non, dans la langue Non, maternelle. mais après, il y a le français. L'école peut être considérée comme bilingue, Bilingue, oui. mais l'enseignement des ILM, c'est dans la langue maternelle. Oui, mais à un certain moment, on fait introduire le français pour que, par la suite, parce que pour nos spectateurs qui ne sont pas de Guyane, à un certain moment, c'est-à-dire ces élèves, il n'y a pas de collège sur le fleuve, donc ils seront obligés de se déplacer vers le Il n'y littoral. a pas de, Et là, pas de lycée. il Il n'y y a a pas de maintenant des lycée. collèges partout, mais Voilà. il n'y a pas de lycée. Et là, lorsqu'ils se déplacent sur le littoral, c'est le français, quoi. Il n'y a Ah, plus. ben, Voilà. c'est terminé. Mais si on pose des questions, ces ILM, quel est leur statut? C'est-à-dire, Alors, est-ce qu'ils sont des contractuels, des titulaires? Quelle est leur formation? Dans quel cadre ils agissent? voilà. Alors, les ILM au départ, c'est vrai que le statut était très précaire parce que c'était des emplois jeunes. Je pense que le plus célèbre, c'est un ami, c'est Jean-Paul Ferreira, le maire d'Awala Yalimapo, qui a démarré ILM. Oui. Oui. C'est Jean-Paul Ferrara qui est maintenant vice-président Premier de, vice-président de la CTG de et la qui est voilà, bac plus 5, collectivité territoriale de Guyane voilà, qui est bac plus 5, qui est un chercheur confirmé. et qui est d'origine Kalinia Absolument. et maire de Awala Yalimapou. Absolument. Voilà. Donc, c'était un des premiers. Il a même été élu, d'ailleurs, sur nos listes UTG. Il avait été élu comme représentant des personnels emploi jeune. Donc, ça fait plus de 25 ans qu'on le connaît, quoi. D'accord. Moi, notamment, je le connais. Et c'est certainement l'un des plus célèbres. Après, il y en a d'autres qui ont centré également Ouais. en politique et tout ça. Et le statut était très précaire. C'était des statuts emploi jeune. Le gouvernement Jospin avait inventé Aubry, Martine Aubry. ce système pour pouvoir essayer de mettre un premier marchepied à toute une Voilà. partie de la jeunesse. Voilà. C'était d'ailleurs très intéressant. Voilà. On en avait plus de 800, je me rappelle à l'époque. Voilà. Et le statut a évolué et actuellement, Mhm. là, on n'en a plus en formation. Mais les ILM sont des professeurs, sont des instituteurs contractuels. Instituteurs, pas professeurs des écoles. Instituteurs contractuels, c'est-à-dire qu'il leur faut avoir le bac. Mhm. En parallèle, ils suivent une formation universitaire pour les amener à la licence. D'accord. Et ensuite, c'est le concours et ils deviennent, s'ils ont le concours, donc titulaires. S'ils n'ont pas le concours, professeurs contractuels. La différence entre, après qu'ils font c'est-à-dire, ce processus par rapport à un professeur, j'allais dire, classique. Oui. Quelle est la différence? Oui, c'est même si la formation a beaucoup évolué à l'INSPE pour les professeurs des écoles, notamment dans le cadre du multiculturalisme, de l'approche multiculturelle. Mais il faut reconnaître que les ILM ont quelque chose en plus, c'est qu'ils sont issus du territoire et de la communauté dans laquelle ils agissent. Ils connaissent souvent très bien les parents et les enfants. Et donc, ils sont dans le bain culturel et ils comprennent très bien les enfants. Et le passage de ce qu'on appelle les connaissances académiques, les connaissances psychosociales se font beaucoup mieux avec les ILM. Certaines personnes, ils peuvent poser la question et dire pourquoi on ne voit pas le problème de façon inverse. Au lieu d'avoir des ILM, c'est que les profs, c'est-à-dire républicains qui ont un diplôme qui est national, ces gens-là, on les forme pendant 3, 4, 6 mois lorsqu'ils arrivent en Guyane et ils leur ont ce module qui leur permet, c'est-à-dire de maîtriser pas toute la langue, mais de maîtriser la culture, de maîtriser le... Et comme ça, ils sont fonctionnels. Qu'est-ce qui empêche de faire ce processus? Alors, a priori, rien ne l'empêche, sinon la décision politique, c'est-à-dire la décision à un moment donné d'investir là-dedans. Mais il faut reconnaître que c'est une forme de. L'ILM est une forme de structure que je vais appeler discrimination positive. C'est-à-dire qu'on avait bien remarqué, notamment chez les populations autochtones, que si on n'avait pas mis le pied à l'étrier à un certain nombre de jeunes, même qui avaient le BEP, eh bien, on n'arrivait même pas à sortir des bacheliers. C'était très compliqué de sortir des bacheliers. Donc, on aurait eu toujours des, entre guillemets, des professeurs extérieurs qui venaient Non. enseigner, alors que là, on a réussi à avoir des professeurs de l'intérieur des communautés qui arrivent à enseigner, ce qui est une très bonne promotion pour tout le monde. Mais justement, ça pose un autre problème, c'est que, pas un problème, mais qu'en est-il, c'est-à-dire de l'enseignement en langue maternelle dans les autres territoires, c'est-à-dire dans les autres territoires français? Par exemple, je parle en Corse, par exemple, en Bretagne, en Nouvelle-Calédonie,
par exemple, Polynésie française. Quelles sont, c'est-à-dire les expériences qui sont déjà existantes sur le territoire, sur le territoire français? Alors, les expériences sont multiples, hein. On parle souvent, enfin, je veux dire, on a une vision de la France comme étant très homogène, pas du tout, hein. Je vais prendre un exemple, celui de la Bretagne. Bon, en Bretagne, une grande partie des enfants sont scolarisés dans le privé, hein, notamment dans l'enseignement catholique. Et il existe de plus en plus d'écoles qu'on appelle les écoles d'Iwan, c'est-à-dire des écoles parfaitement bilingues, où on a l'ensemble des enseignements qui sont faits moitié en français, moitié en breton. Donc, c'est une très grande avancée pour la culture bretonne. Sur la alors je vais prendre la Nouvelle-Calédonie, Kanaki et la Polynésie. Alors, c'est encore plus avancé parce qu'il s'agit de POM. Ce sont des pays d'outre-mer qui donc ont des politiques académiques, des politiques territoriales qui permettent aux langues locales d'être diffusées facilement. D'accord. Et actuellement, ça, avec toute ce recul, cette expérience depuis l'introduction de l'IAM et l'évolution de leur statut, quelles sont leurs revendications actuellement? Ah, euh, les revendications, c'est d'abord d'être titularisé au même titre que tout le monde. Donc là, bah, c'est le passage du concours. La deuxième chose, c'est que maintenant, il faudrait, on a fini depuis 3 ans le dernier contingent d'ILM. Il faut absolument, ce que j'ai dit encore au recteur la semaine dernière, faut relancer. Hein, voilà, et maintenant, il faut relancer. On l'a dit au président de l'université il y a 2 jours. Il faut relancer une nouvelle promotion d'ILM afin que ce processus que nous avons, hein, ce système puisse perdurer dans le temps et qu'on n'arrête pas ce travail-là. Est-ce que c'est un concours qui est avec à destination d'un recrutement local, ou bien on va se trouver avec une aberration, quelqu'un qui réussit le concours, et on va l'affecter à Strasbourg, ou bien là on a besoin en Guyane, et après, comme le concours est national, il va être affecté ailleurs. Ouais. Alors, 2 choses. La première chose, c'est que pour le primaire, les concours sont obligatoirement nationaux, mais à visée régionale. C'est-à-dire que celui qui passe le PRCE pour le professeur des écoles, il le passe en Guyane, il est affecté en Guyane. Pour les concours du secondaire, c'est un peu plus compliqué, mais heureusement, il y a un député qui s'appelle Servat, un député guadeloupéen qui a fait passer un amendement, l'amendement Servat, qui permet d'avoir dans les concours du secondaire une partie des professeurs qui passent au concours national, mais à visée académique. Donc, ils restent dans l'académie en ayant un concours national. Moi, nous, on est très, très favorable à ça. Hein. C'est-à-dire que nous devons arriver à faire un développement qu'on appelle le développement endogène, partir de nos propres ressources. Il faut former nos jeunes, former nos jeunes pour devenir des cadres dans leur pays. D'accord. Dernière question, Bruno. Comment tu vois, c'est-à-dire l'avenir, l'évolution, les perspectives de ce statut intéressant d'ILM? Oui. Alors, je ne dirais pas qu'il est menacé, mais je dirais on ne porte pas l'intérêt qu'il faut à ce statut-là. Et c'est pour ça que là, la demande qui est formulée de plus en plus, c'est de continuer, quoi. Il faut refaire des promotions d'ILM. Il faut aller chercher dans les communautés les jeunes qui ont le bac, par exemple, ou le BEP, les former afin qu'ils arrivent à bac plus 3 et continuer à faire la promotion de jeunes cadres dans les communautés. Sur ce, Merci. on te remercie. Merci beaucoup. Et notre thème dans votre nouvelle émission, Guyane Éducation. D'ici là, je vous souhaite bonne fin de semaine. Au revoir.